Voilà, l'enregistrement a été lancé. Donc, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Je vais vous faire d'abord une petite présentation de notre plateforme Essor Grand Est pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas. J'en profiterai également pour dire 2 mots sur la chambre régionale de l'ESS. Ensuite, on aura 3 interventions. Donc, une première sur le cadre du mécénat par Isabelle Boucher-Doignot du pôle mécénat Grand Est, suivie d'une intervention d'Antoine Mater de la Fondation de France Grand Est sur les modalités de soutien qu'apporte la Fondation de France ainsi que les fondations qui sont abritées au sein de la Fondation de France. Martine Fournier présentera également les dispositifs de financement que porte sa fondation pour financer des projets d'innovation sociale. On aura une session de questions à la fin, mais n'hésitez pas, donc, comme je disais auparavant, à utiliser le module questions-réponses pour poser vos questions au fil de l'eau. On essaiera d'en prendre quelques-unes au fil de l'eau. Donc rapidement, l'économie sociale et solidaire, hein, c'est défini dans la loi cadre du 31 juillet 2014 en France comme un mode d'entreprendre qui couvre tous les secteurs d'activité. On est bien sur un mode d'entreprendre et pas un secteur d'activité, avec des critères de reconnaissance d'appartenance à l'économie sociale et solidaire qui sont les suivants. Donc, il y a le fait de rechercher un but différent de l'unique recherche de production de bénéfices, une logique de gouvernance démocratique avec le principe d'un individu, une voix, une logique de partage de la valeur et de liberté de participation et d'implication dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Vous avez les 5 familles qui, dans le cadre de cette loi de 2014, constituent le périmètre de l'économie sociale et solidaire: les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, ainsi que les sociétés commerciales de l'économie sociale et solidaire. C'est ces 5 familles-là on va représenter, que vous représentez les différentes CRES en France. Donc nous, on est la chambre régionale en Grand Est. Et donc, dans le cadre de cette même loi de 2014, on a des missions qui nous sont confiées, à savoir représenter et animer l'ESS, travailler sur la formation, l'observation de l'ESS, le développement et sa promotion au niveau régional. Donc à ce titre, on est une tête de réseau régional de l'ESS. On porte la voix de l'ESS au niveau régional et on travaille de pair avec les collectivités en vue d'œuvrer à son développement. On a donc dans ce cadre-là, on va dispenser plusieurs plateformes. Aujourd'hui, on va vous présenter la plateforme Essor Grand Est, mais il faut savoir qu'on en a d'autres, notamment on comporte le dispositif local d'accompagnement au niveau Grand Est. On a une plateforme dédiée à l'achat responsable pour référencer les offres des structures de l'ESS en Grand Est. Il y a la plateforme du mois de l'ESS, notamment également. Alors sur Essor, Essor Grand Est, il faut savoir que c'est le portail de l'accompagnement et du financement de l'économie sociale et solidaire à l'échelle du Grand Est. À l'heure actuelle, il y a 3 CRES en France. Il y a nous, la CRES Pays de la Loire et la CRES Centre-Val de Loire qui ont des outils similaires qui permettent donc de référencer les dispositifs d'accompagnement, de financement et les appels à projets qui peuvent toucher les structures de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a une double entrée parce qu'il y a un double public cible de cette plateforme. D'une part, en tant que structure de l'ESS qui recherche des dispositifs, vous pouvez consulter les appels à projets qui sont publiés, qu'on publie nous en direct à la CRES Grand Est par la veille qu'on fait. Et ensuite, vous avez la possibilité de consulter les offres d'accompagnement et de financement qui sont directement postées par les acteurs comme les collectivités, les réseaux, les structures d'accompagnement ou les fondations par exemple. Et donc, il y a l'autre accès, c'est côté acteurs ressources qui peuvent donc, comme je l'indiquais, se créer un compte et identifier et publier leurs offres directement sur la plateforme, en sachant que donc les acteurs ressources ne peuvent créer qu'un seul compte par structure. C'est notre limite technique pour le moment sur la plateforme. Et il y a également un enjeu à veiller régulièrement à ce que les offres qui ont été publiées sont bien mises à jour.
Je vous ai mis sur ces slides les liens vers les différents onglets qui correspondent aux possibilités de recherche sur la plateforme. C'est une plateforme qu'on a lancée depuis 2020. Depuis 2020. C'est une mission qui est financée actuellement par la préfecture de la région Grand Est, la région Grand Est, le Fonds social européen, donc l'Union européenne, par l'intermédiaire de la région Grand Est, encore une fois, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, et à notre comité de pilotage pour développer cette plateforme nous a également rejoint le pôle mécénat du Grand Est, qui interviendra tout à l'heure. Donc c'est une plateforme sur laquelle, depuis sa création, on a recensé environ 650 appels à projets. Actuellement, vous en avez 48 qui sont en cours et publiés. On a 190 structures qui ont publié des offres d'accompagnement et de financement. Et donc voilà, on a 54 offres de financement, pardon, et 166 offres d'accompagnement que vous pouvez trouver sur le site. L'enjeu pour nous aussi à la CRES Grand Est, c'est de la rendre le plus exhaustive possible, et donc de développer l'animation avec nos partenaires acteurs ressources et de l'accompagnement pour faire vivre cet outil, pour qu'il puisse bénéficier au plus grand nombre de structures de l'économie sociale et solidaire en Grand Est. Voilà, c'était une introduction sur les fonctionnalités d'Essor, et quelques rappels sur la CRES Grand Est. Dès à présent, je vais céder la parole à Isabelle du pôle mécénat Grand Est, qui va pouvoir nous présenter comment fonctionne le mécénat, et également les différentes formes de mécénat qui sont possibles. Isabelle, je vais te laisser partager à l'écran. Vous voyez ma présentation, c'est bon pour vous? Tout bon. Ok. Alors, voilà, je mets en mode diaporama. Donc, bonjour. Donc, on va parler. Certains d'entre vous connaissent déjà le mécénat, mais je vais vous faire une brève présentation du dispositif. Donc, je suis chargée de mission mécénat à la DRAC Grand Est, qui est cofondatrice du pôle mécénat Grand Est et donc partenaire à double titre de la CRES. Je vous parlerai un peu plus longuement du pôle tout à l'heure, enfin en 5 minutes. Donc, juste pour vous montrer le poids du mécénat en France. Donc, ce que vous voyez à gauche, ce sont les dons effectués par les particuliers. À droite, les dons effectués par les entreprises. Enfin, en bleu, les dons effectués par les entreprises. Donc, vous voyez que le premier mécène en France, c'est le particulier. Les entreprises donnent près de 4 milliards d'euros en France. Ça représente environ 9% des entreprises, 8% en Grand Est. Et ce que je voudrais vous montrer aussi, vous voyez, il y a une partie mécénat non déclaré. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'entreprises qui font du mécénat, mais qui ne le déclarent pas. C'est-à-dire elles font un vrai don, qu'elles passent éventuellement en perte ou en charge. Mais ça montre qu'un tiers du mécénat n'est pas déclaré, ne donne pas lieu à une réduction d'impôt. Donc, on va détailler tout ça. Donc, juste pour vous montrer le poids en Grand Est, donc 8% d'entreprises mécènes portées par le Bas-Rhin en premier lieu. Voilà, 24 000 entreprises mécènes. Et en revanche, pour le don des particuliers, nous sommes la 3e région en France. Alors, qu'est-ce que le mécénat? Le mécénat, c'est un don. Donc un don effectué par une entreprise en particulier, sans contrepartie équivalente, c'est-à-dire que normalement on dit sans contrepartie, en fait c'est sans contrepartie équivalente, à un organisme d'intérêt général et qui peut donner lieu à une réduction d'impôt. Il y a 3 types de mécénat en financier, donc c'est celui auquel on pense en premier, mais on a aussi le mécénat de compétences qui consiste à la mise à disposition de personnel. On verra un petit peu plus loin comment on peut faire ça. Et en nature, là, c'est un don de biens ou de services. Ça peut être une prestation, par exemple, de la part d'un cabinet de conseil qui peut vous faire le don de sa prestation et qui peut le déclarer après. Donc, mécénat direct à une structure éligible, on verra lesquelles. Indirect, à ce moment-là, il faut passer par une fondation
ou un fonds de dotation. Et on en a 2 ici qui vont pouvoir détailler sur la manière dont elles travaillent. Les domaines sont tous les domaines de l'économie sociale et solidaire et de l'intérêt général. Donc, social et philanthropie, santé, sport. Donc, la culture fait évidemment partie de l'économie sociale et solidaire. Égalité des droits hommes-femmes, ça faisait partie du social. Maintenant, c'est bien distinct. Et justement, on a pas mal tous d'actions à mettre en place autour de ce sujet. Environnement, bien sûr. Alors, le mécénat, ce n'est pas du parrainage. Donc, le mécénat, c'est un acte de philanthropie, donc un don qui coûte en partie à un bénéficiaire d'intérêt général et qui est conduit dans l'intérêt indirect de l'entreprise. C'est-à-dire que le mécénat, ce n'est pas fait pour vendre des produits, c'est fait pour contribuer à l'intérêt général, améliorer éventuellement l'image de l'entreprise, mais ce n'est pas fait pour vendre. En revanche, le sponsoring, c'est dans les mêmes domaines, mais c'est dans l'intérêt de l'entreprise en vue d'un bénéfice commercial. C'est bien fait pour vendre des produits ou des services. Et là, la déduction n'est pas la même. Elle est sur le résultat imposable de l'entreprise. En revanche, le mécénat est déduit sur l'impôt sur les sociétés. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas mécéner d'ailleurs. Les avantages pour la culture, j'ai vu que vous n'étiez pas très nombreux, mais je vous l'ai dit, je vous les montre à titre d'information. Qui est éligible? Donc, le mot-clé, c'est l'intérêt général. Donc, une activité non lucrative, c'est pour ça que toutes les structures de l'ESS ne sont pas éligibles au mécénat, mais il y a des solutions. La gestion doit être désintéressée, c'est pour la majorité du public, ce n'est pas pour un cercle restreint de personnes, donc pas pour les amateurs du cigare de Havane ou pour je vous donne d'autres, imaginez d'autres exemples. Et puis, absence de relations privilégiées avec des entreprises. Donc, une association ne peut pas être une émanation d'une entreprise ou, il faut faire très attention, notamment dans le CA de l'association, par exemple, que ce ne soit pas relié à une entreprise et que ça ne permette pas de mener des actions qui finalement pourraient être d'ordre commercial. Donc, il faut faire attention à la déontologie. Donc, l'intérêt général, donc c'est pas de l'utilité publique, c'est encore autre chose. L'utilité publique, c'est la grande sœur de l'intérêt général, mais c'est éligible au mécénat. Donc, ça concerne plus bien les structures qui sont de niveau national. Donc, voilà, ça concerne le bien commun. Il y a une reconnaissance officielle. Ça donne lieu à d'autres obligations. Et il faut 200 adhérents minimum, etc., un fonctionnement démocratique, des ressources annuelles importantes et des résultats positifs sur 3 ans. Mais l'utilité publique permet de recevoir des legs, d'avoir une légitimité, notamment certaines structures d'intérêt d'utilité publique peuvent être, par exemple, partie civile dans des procès. Je pense à des associations de victimes, par exemple. Et l'utilité sociale, c'est encore autre chose. Ça ne garantit pas, et ça vous concerne, je pense, ça ne garantit pas d'être éligible au mécénat. Donc, même si l'activité est à but non lucratif et qu'elle vise à renforcer la cohésion sociale, etc., améliorer les conditions collectives, elle n'est pas, c'est pas garanti que ce soit éligible au mécénat, mais on verra que vous pouvez le vérifier auprès des services fiscaux. Mais il faut faire attention. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Donc, la règle pour vérifier votre non-lucrativité, votre utilité sociale, vous devez respecter la règle des 4 P. Donc là, c'est très technique. On ne va pas l'approfondir aujourd'hui, mais c'est ça qui permet également aux services fiscaux de déterminer si vous pouvez être fiscalisable, non lucratif ou éligible au mécénat. Donc, le produit doit être complémentaire aux propositions commerciales sur le marché. Le public doit être un public avec
un public fragile, par exemple, le prix doit être inférieur au prix du marché. Et vous pouvez faire de la publicité, notamment pour susciter, enfin pour faire des appels aux dons, notamment, et le message doit être informatif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour valoriser vos produits. Voilà, donc pour qui? Les associations, fondations et fonds de dotation, donc l'État et ses établissements publics, pour les actions d'intérêt général, les collectivités territoriales également, les établissements d'enseignement, et puis voilà, il y a d'autres possibilités, notamment la presse patrimoine. Alors, qui n'est pas éligible? Eh bien, en fait, les personnes physiques, un sportif, par exemple, peut être sponsorisable, ou il peut être, on parle quelquefois d'entreprises qui ont mécéné un sportif, notamment pendant les Jeux Olympiques. En fait, ce n'est pas possible directement, ça doit passer par une fédération, une fondation, une association. Et puis, un artiste peut faire appel à du financement participatif, mais ce ne sera pas nécessairement éligible au mécénat ou déductible. Ça peut être du don pur. Et puis, toutes ces structures, SCIC, COP, les ESUS, enfin toutes les structures de l'ESS, ne sont pas nécessairement éligibles, sauf les associations et les fondations. Mais elles peuvent en revanche mécéner, créer des fondations et des fonds de dotation. Pour certifier votre éligibilité, vous pouvez demander le rescrit mécénat auprès des services fiscaux de votre département. Donc, à ne pas confondre avec le rescrit fiscalité. Et je vous incite à être attentif à ce détail. Bon, les correspondants associations font la différence, mais j'ai connu des structures qui ont eu la surprise d'être fiscalisées après avoir fait la demande de rescrit, parce qu'elles ont demandé le rescrit fiscal et non pas le rescrit mécénat. Donc, le rescrit mécénat permet de valider son intérêt général. Et les services fiscaux vous donnent, dans leur retour, vous valident le fait que vous pouvez délivrer des reçus de dons aux œuvres. Le rescrit fiscalité, en revanche, regarde par rapport aux 4 P si vous avez un caractère lucratif ou pas. Et c'est important, notamment pour les structures qui font des prestations de services, qui font des formations notamment. Donc, elles peuvent être fiscalisables, pas nécessairement d'intérêt général. Et à ce moment-là, il peut y avoir la solution de recevoir le rescrit mécénat uniquement sur les actions destinées, les actions vraiment purement d'intérêt général. Voilà, donc la réponse est de 6 mois pour le rescrit mécénat maximum et de 3 mois en revanche pour le rescrit fiscalité, pour le retour des services fiscaux. Alors, qui peut mécéner? Donc, comme je vous l'ai dit, donc les potentiels mécènes, eh bien, les particuliers, premiers mécènes de France, donc les grands donateurs. Et on a beaucoup de particuliers qui font aussi du don sans nécessairement avoir de retour fiscal. Et c'est d'ailleurs ce qui vient d'être validé dans le dernier budget. On a monté le don, on a fait en fait... on a aménagé le don à 75% pour les structures, pour les publics en danger. Mais je vais vous le détailler après, je suis en train de parler à vide. Donc voilà, les particuliers, les entreprises, donc les grandes entreprises, mais comme les plus petites et les artisans. À partir du moment où ils sont éligibles à l'impôt sur les sociétés, et ils peuvent faire du mécénat en financier, nature, compétences, comme je vous l'ai dit. Ça permet de s'impliquer au niveau territorial. Et il y a un lien avec la RSE et la marque employeur, et c'est ce qu'on verra plus tard avec les autres intervenants. Et puis, vous avez aussi les fondations et fonds de dotation qui peuvent mécéner. Donc, il y a beaucoup d'appels à projets de fondations et de fonds de dotation. Elles peuvent également collecter. On peut tous donner à la Fondation de France, par exemple, ou à des fonds de dotation qui sont un dispositif qui se trouve entre l'association et la fondation et qui peut être monté au niveau local et qui permet de regrouper en tout cas des finances, un capital de base de 15 000 euros
et de regrouper en fait différents mécènes pour pouvoir financer des actions d'intérêt général. Et puis pour les fondations, vous avez différents types, donc les fondations reconnues d'utilité publique, etc. On le détaillera plus tard. Et vous avez aussi les fondations territoriales. Alors les fondations territoriales s'appellent fondations, mais ça peut être un autre dispositif. Et en fait, c'est un collectif qui peut être effectué au niveau plus local et territorial pour un territoire donné ou une cause donnée sur un territoire restreint. On a des fondations territoriales, la fondation territoriale de la Vienne, par exemple, mais ici, on a ce qui peut correspondre à une fondation territoriale qui est Metz Mécène, enfin Moselle Mécène Solidaire, est une forme de fondation territoriale sous forme d'un fonds de dotation. Et elle regroupe un collectif de mécènes. Donc les particuliers peuvent contribuer au niveau, peuvent faire un don classique, c'est ce qu'ils font tous. Ils peuvent donner des legs et des donations pour les structures qui peuvent en recevoir. On a aussi le micro-don, donc on donne tous quelquefois quelques centimes en arrondissant nos achats. Et puis, il y a des dons sur salaire aussi, un arrondi sur salaire ou des micro-dons qui peuvent être effectués au niveau d'une entreprise, mais ça concerne en tout cas notre volonté à nous, de citoyens, de contribuer à une cause. Et puis, vous avez le financement participatif avec, par le biais de particuliers, d'entreprises également. Et ce qu'on sait, c'est que le don pur, avec ou sans contrepartie, pas nécessairement fiscale, connaît un grand développement. Et donc, pour ce qui est des réductions d'impôts, donc pour les entreprises, elles sont effectuées, la réduction est faite sur les bénéfices à hauteur de 60% de la somme versée. Le plafond est de 0,5% du CA, du chiffre d'affaires, ou 20 000 euros que je vais vous détailler après, c'est au choix. Ça permet aux petits mécènes, éventuellement, de ne pas atteindre trop vite leur plafond. Et les entreprises peuvent reporter le dépassement sur 5 exercices. Pour les particuliers, c'est 66%, à hauteur de 20% du revenu imposable. Et donc, pour les associations de personnes en difficulté et le patrimoine en péril, vous connaissiez sans doute le dispositif à 75%, c'est la loi Coluche. Le plafond était à 1 000 euros, il est désormais à 2 000 euros et il donnera peut-être lieu, c'est en train de passer au Sénat, à un crédit d'impôt. Donc, il pourra donner lieu à un remboursement de la part des impôts pour les personnes qui ne sont pas imposables, justement. Et en mécénat don financier, donc le détail, je vous ai parlé du mécénat de compétences. En fait, ça permet donc de mettre à disposition un salarié pour une cause d'intérêt général, soit à plein temps, en général, c'est 18 mois renouvelables, soit plusieurs jours dans l'année. Moi, je connais des structures qui donnent 5 jours par an à chacun de leurs salariés pour se mettre à disposition d'une structure d'intérêt général. Et la limite est de 3 fois le plafond de la sécurité sociale, ce qui, pour les grosses structures, peut être intéressant. Et le mécénat en nature, ce sont des locaux, des biens inscrits sur le registre des immobilisations. Donc, ça peut être des produits, du ciment, de la peinture, ça peut être de la prestation de services, comme je vous l'ai dit, ou des biens produits par l'entreprise, et valorisés à leur coût de revient. Donc, si votre mécène vous un don en nature, il doit être hors marge et hors charge. Il doit être déclaré hors marge et hors charge. Donc, je vous ai parlé du choix du calcul, donc les 0,5% du chiffre d'affaires ou 20 000 euros. En fait, avant 2020, en fait, la réduction pouvait arriver, le plafond de la réduction pouvait arriver très vite. Par exemple, pour un artisan qui fait 400 000 euros de chiffre d'affaires, son plafond était donc à hauteur de 2 000 euros. Sa réduction 1 200. Ça lui coûtait quand même, je voulais quand même montrer que ça coûte. Un don, c'est pas, ça coûte. Il y a pas, la réduction ne couvre pas tout. Et s'il veut, il peut donner 3 000 euros. Il aura la réduction afférente, mais il peut aller jusqu'à 20 000 euros.
Et donc, ce plafond de 20 000 € est intéressant jusqu'à un plafond, enfin une base de chiffre d'affaires de 4 millions d'euros en fait. Voilà. Donc, les obligations déclaratives. En fait, on doit, tous ces dons sont quand même observés par les services fiscaux. Donc, les entreprises, et c'est comme ça qu'on voit l'hiatus en fait par rapport aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Pour les entreprises, en fait, elles doivent mentionner le montant et la date de leurs dons, l'identité des bénéficiaires et la valeur de leurs dons. Et les bénéficiaires doivent faire la même chose de l'autre côté. Donc, le montant global des dons et des versements qu'ils ont perçus. Je vous ai parlé des contreparties, donc en disant que les contreparties n'étaient pas obligatoires. Elles sont ni obligatoires ni nulles. Donc on parle de disproportion de contrepartie disproportionnée, c'est-à-dire que contrairement au sponsoring où vous donnez 1 000 €, vous avez 1 000 € de contrepartie. Eh bien, là, on a un montant de contrepartie de 25% du montant du don, donc un quart en fait du montant du don. Et ça, les contreparties peuvent être de l'ordre de, sont souvent des contreparties matérielles ou alors doivent vraiment correspondre à 25% du montant du don. Donc, par exemple, une entreprise donne 1 000 €, les contreparties sont de 250 €. Dont 5% de communication, ça fait environ 12,50 €. Vous voyez, c'est vraiment disproportionné. Et pour ça, il faut calculer un barème. Enfin, on ne va pas parler de méthodologie aujourd'hui pour cela, mais on peut réfléchir à des contreparties qui sont données pour le particulier, quel que soit le montant de son don au-dessus de 250 €, les contreparties ne sont que de 73 €. Donc, il faut bien calculer ça. Si vous faites des dîners de charité, des ventes, il faut bien faire en sorte que les contreparties ne dépassent pas 73 €. Donc, on est donc bien toujours dans le cadre de la promotion de la notoriété de l'entreprise. C'est de l'image et pas de la publicité. Ce n'est pas pour vendre un produit. Et c'est une tolérance des services fiscaux. Hein. Ce n'est pas inscrit dans la loi. Donc, on peut voir, même si on calcule bien, il faut vraiment faire attention à ce que les contreparties soient bien, pas anecdotiques, mais en tout cas, soient d'une valeur qui ne ressemble pas à de la publicité, quoi. Donc, il y a des contrôles. Avant, j'avais un petit bonhomme dans ma présentation qui était puni dans un coin. Donc, il faut faire attention, bien vérifier que vous êtes dans le cadre, c'est-à-dire que vous êtes bien éligible. Ce n'est pas du sponsoring. Donc, il faut bien vérifier votre éligibilité auprès des services fiscaux ou sur votre déclaratif. Et puis, sinon, vous risquez une amende qui correspond en tout cas à la réduction fiscale qu'aurait dû avoir votre mécène. Voilà, et puis là, je vous ai mis pour mémoire, mais vous aurez la présentation, tout ce qui existe en fait dans les différents types de mécénat. Alors, on parle de bénévolat de compétences. Le bénévolat de compétences, ce n'est pas vraiment du mécénat de compétences, mais c'est quand même basé sur le volontariat des salariés. Donc, je vous laisserai détailler ça. Et puis, voilà, juste un petit mot sur le pôle mécénat pour respecter. J'ai même été plus vite que je pensais, en fait. Donc, je pourrais éventuellement répondre à vos questions. Donc, le pôle mécénat, c'est un collectif, en fait, un centre de ressources et un réseau qui fédère tous les acteurs du mécénat dans la région, dans tous les domaines de l'intérêt général, en direction des mécènes et des projets que vous êtes, en lien avec toutes les structures, tous les acteurs du mécénat, de l'accompagnement, notamment avec la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, les fondations et fonds de dotation, les structures d'accompagnement, etc. Donc l'objectif, c'est bien de sensibiliser les entreprises à faire du mécénat. Pour cela, et d'informer et de valoriser les donateurs. Donc les donateurs, ce sont les mécènes privés, mais aussi les entreprises, donc démontrer les projets qu'elles ont pu soutenir et les projets réussis. Donc, outiller, orienter les bénéficiaires, donc les porteurs de projets que vous êtes,
Donc, vous outillez, vous formez, vous sensibilisez, vous donnez les bonnes informations et puis surtout faire en sorte que vos projets soient visibles et puissent être proposés de manière intelligente au financement privé. Donc, interconnecter tout le monde, donc tous les acteurs du mécénat, notamment, c'est pour ça que la plateforme ESSER est très intéressante puisque c'est un outil d'interconnexion avec les appels à projets qui existent, le renvoi vers différents dispositifs, etc. Et l'objectif étant que les entreprises et les mécènes aient des projets structurants, travaillés, complets, impactants, en phase 2, formés, pour pouvoir éviter le saupoudrage et mettre en place des actions vraiment structurantes sur le territoire. Donc, vous accompagner et puis observer et évaluer le mécénat. Donc, on est également partenaire de l'ADMICAL et de l'Association française des fundraisers, notamment de la Fondation de France, de toutes les structures qui publient des observatoires sur le mécénat et les financements privés. Voilà. Donc là, vous l'aurez, voilà, il a été lancé en 2024 et il est encore en cours. C'est un projet pilote qui est destiné à structurer le mécénat et en tout cas faire en sorte qu'il se développe sur notre territoire et puis qu'il fasse des petits qui se déploient ensuite au niveau national. Voilà. Et donc, vous avez un site pour le moment qui est mécénatgrandest.org, un mail où vous pouvez nous contacter et puis une page LinkedIn. Merci Voilà beaucoup pour moi. Isabelle. Je t'en prie. Alors je vois qu'on a des questions dans le chat. OK. Alors on avait Donc, je départage. Attends. Hop. si tu veux, je peux te Voilà. lire. Oui. Donc, on a une question concernant les CAE, donc les coopératives d'activité et d'emploi. Si on a une entreprise hébergée, est-ce que ces structures-là, donc les coopératives d'activité et d'emploi, peuvent être éligibles au mécénat? Non, les coopératives ne sont pas éligibles au mécénat. En revanche, vous pouvez tout à fait, éventuellement, mais pour les projets vraiment d'intérêt général, créer un fonds de dotation adossé pour mettre des fonds collectés de manière à financer des actions d'intérêt général reliées à cette coopérative, en respectant l'intérêt général que je vous ai dit tout à l'heure. Ok, merci. Je pense que ça répond à la question. On a une autre question de Maxime. Est-ce que le rescrit mécénat ou fiscalité est systématiquement exigé par les mécènes? Ou est-ce qu'on Il n'est peut il faut le demander uniquement quand on a un doute sur l'activité, sur la nature de l'activité? Oui, ceci dit, bon, alors pour les petites sommes, pour moi, à mon avis, voilà, quand les sommes ne sont pas énormes, c'est pas vraiment nécessaire, mais vous verrez qu'il y a pas mal de fondations, de fonds de dotation, qui le demandent désormais parce que ça donne vraiment un blanc-seing et ça vous permet aussi, vous, de vous mettre, en ordre de marche, en tout cas de structurer votre projet et d'être sûr que vous êtes vraiment dans le cadre de l'intérêt général, au niveau de votre vision, mission, valeur et puis surtout que vous êtes dans le cadre, fiscal. Il y a de plus en plus d'entreprises qui le demandent maintenant. À la base, c'est du déclaratif. Vous le savez, quand vous êtes une association, enfin dans tout le cadre que je vous ai donné, bon, a priori, c'est bon. Mais plus ça va et plus la tendance est de demander le rescrit, donc mécénat. Et n'hésitez pas à appeler les correspondants associations de vos départements parce qu'ils sont vraiment là pour ça. Et ils sont là aussi pour vous accompagner. Et le pôle peut répondre à différentes questions. En tout cas, on a des professionnels. Vos experts comptables peuvent vous accompagner aussi dans cette demande. Mais faites-vous bien accompagner quand vous faites la demande. On a encore d'autres questions. Est-ce que le mécénat doit être fléché pour telle ou telle action? Si oui, l'action doit-elle répondre à des critères? La règle des 4 Euh, P s'applique bien à l'organisme bénéficiaire, non à une action? Par exemple, oui, c'est pointé vers des actions d'intérêt général. Oui, c'est-à-dire que vous parlez, en fait, c'est pour me demander au niveau du fonctionnement. La structure doit être d'intérêt général, donc elle est éligible au mécénat.
Et ces actions doivent être, donc l'œuvre, la structure et l'œuvre doivent être d'intérêt général. C'est le fonctionnement, normalement, n'entre pas dans le cadre de l'intérêt général, sauf pour les fondations. Et je pense que vous allez, il y a des fondations qui financent la totalité d'une structure qui produit des projets d'intérêt général. Mais en général, oui, c'est fléché. Bah, vous avez des structures qui ne sont pas vraiment d'intérêt général, mais qui ont le rescrit sur la partie qui correspond à des projets d'intérêt général. Et donc, le mécénat ne peut aller que sur cette partie-là. Si, il y a C'est encore une question mmh. sur les CERFA. Les Oui. CERFA peuvent-ils être faits sur du matériel usagé reçu en bon état? Si oui, sur quel montant? Ou est-ce Eh que, bien, ou est-ce que pour du matériel neuf reçu? alors en fait, si vous recevez, mais ça correspond à du mécénat en nature, et c'est à l'entreprise de vous donner le prix qu'elle considère sur cette cession ou sur ce don. C'est-à-dire que le prix doit compter l'amortissement, l'usage, le vieillissement. Mais oui, la structure peut le faire. Je crois qu'il nous reste encore 2 questions. Il y a une question qui porte sur l'existence d'annuaires pour identifier les fondations et les mécènes. Alors, vous avez le Centre français des fondations. Et ben, les annuaires de mécènes, l'ANMICAL en fait un également. Et puis, il n'y a pas de liste toute faite de mécènes. Dites-vous bien que s'il y a une liste de mécènes, c'est qu'ils mécènent déjà des gens et que ben, ils ne vous mécèneront pas nécessairement, sauf les fondations et fonds de dotation qui font des appels à projets. Mais sachez aussi qu'on a seulement 8% d'entreprises mécènes dans le Grand Est. Ça veut dire qu'il y en a 92% qui ne le sont pas et que vos contacts, les entreprises de votre territoire peuvent être sollicités, pas n'importe comment, hein, il faut se professionnaliser. Je vous dis, n'allez pas demander 500 euros au menuisier, 1000 euros à l'autre, 10 000 euros à autre chose. Faites attention. Faites des projets qui valent, enfin qui sont structurants, intelligents et qui donnent envie éventuellement à un club d'entreprise local de se transformer en club d'entreprise mécène. Mais c'est en fait à vous de regarder dans votre base, dans votre environnement, de faire une veille et de vérifier et de faire savoir aussi que vous montez des actions de levée de fonds privés dans votre environnement. Faites-le savoir aussi, en fait. Et puis regardez, en fait, ce qui peut intéresser l'entreprise pour soutenir votre projet. L'entreprise doit tomber amoureuse et y voir quand même son intérêt, même si c'est un don, mais en tout cas, voir l'impact. Donc, calculer l'impact de votre action sur le territoire et puis calculer vos contreparties dans cette grille des 25% de contrepartie. Qu'est-ce qui peut intéresser un mécène pour travailler avec vous? Et une dernière question avant qu'on passe à la suite. Une association avec des entreprises membres et pour lesquelles on vend ponctuellement des produits peut-elle être éligible? C'est-à-dire des revenus annuels sur ces ventes de 1000 à 2000 euros. Il y a une précision, c'est des entreprises qui sont, ça concerne les entreprises non membres du CA, ventes en leur nom et avec revenus qui nous reviennent. C'est une question Bah là, du Colécosol, je crois. c'est un peu rien que dans la question, je vois plutôt un but lucratif. Enfin, je ne peux pas répondre comme ça, mais moi, c'est une coopérative d'achat et ça me semble compliqué. Ça me semble pas être éligible au mécénat, mais il faudrait contacter moi et on regardera. Ok, eh bien, merci Isabelle. Si les participants ont d'autres questions pour toi qui leur viennent d'ici là, ils peuvent encore les poser dans le module. On essaiera de les prendre sur la fin.
Juste une Ah, chose, merci c'est beaucoup en tout cas. qu'on va Oui. mettre en place d'autres webinaires et événements justement pour approfondir le sujet, hein. Là, je vous ai fait une présentation en 20 minutes, mais vraiment pour approfondir le sujet du mécénat et également travailler sur la stratégie. Et ça, on le fait en lien avec, aux côtés notamment, avec les dispositifs locaux d'accompagnement, etc. Voilà, bah, je vous laisse. Ah, Je me on vient tais. juste d'avoir une dernière question qui vient d'arriver, j'en profite avant qu'on passe à la suite. Si un don est fait en nature par un particulier, comment peut-il chiffrer la valeur du don? Ben, il doit. Alors, le don en nature par un particulier, en fait, c'est le don en nature, c'est plutôt pour les entreprises. Mais ça dépend si il peut. Ça dépend quel don et quel. S'il connaît la valeur, si le don a une valeur marchande, il peut éventuellement le déduire. Mais bon, a priori, un particulier peut pas faire de don en nature. Il peut mettre à disposition, il peut faire un leg, il peut faire une donation à un musée, par exemple. Oui, de meubles qu'il aurait pu vendre, mais qu'il préfère donner. Ben, en fait, c'est un don pur et il n'y a pas de déduction fiscale. En revanche, il peut faire une convention, un contrat de cession pour bien dire que vous ne lui avez pas volé ses meubles et qu'il vous les donne. Il y a Les une... dispositifs d'accompagnement, une liste, eh bien, les dispositifs locaux d'accompagnement. Et allez voir sur le pôle mécénat Grand Est, on donne pas mal de ressources. On va également essayer de mobiliser un maximum d'acteurs pour qu'ils puissent référencer également leurs offres sur la plateforme Essor, Ouais. voilà, qui a vraiment été conçue en ce sens. Ok, ben, je te remercie Isabelle, on va pouvoir passer à la suite. J'en profite simplement pour rappeler aux personnes qui nous ont peut-être rejoint en cours de route que donc le webinaire est enregistré. Vous aurez accès ultérieurement à son replay qui sera publié sur le site de la CRES. Et vous aurez également le support de présentation consolidé que vous pourrez télécharger directement sur le site de la CRES par après. Et donc, toujours petit rappel, vous avez un module questions-réponses sur lequel vous pouvez poster vos questions. On essaye de les prendre entre les différentes interventions et on aura un dernier temps de questions-réponses à la fin sur le temps qui nous restera. Ok, et ben dans ce cas, je vais propose de passer à la suite. On va donner la parole à Antoine Mater de la Fondation de France Grand Est. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend, je crois qu'on voit pas encore ton écran pour Ouais, le moment. c'est en train d'arriver. C'est bon, on voit l'écran. Ah, juste excuse-moi un instant, il y a une personne qui lève la main. Vous pouvez poser vos questions sur le chat. Vous n'avez pas la possibilité d'utiliser votre micro dans le cadre de ce webinaire. On a fait ce choix parce que vous êtes une centaine connectés et ça nous paraissait compliqué à gérer autrement. Donc vous pouvez baisser votre main et poser la question dans le module questions-réponses. Merci. C'est bon? Oui, je vous en prie, allez-y. Eh bien, déjà, merci beaucoup hein, pour nous avoir permis de participer à ce webinaire et de présenter la Fondation de France, ses fondations abritées et nos modalités de soutien. Je vais orienter mon propos de la manière suivante, hein. Dans un premier temps, juste revenir sur ce qu'est la Fondation de France, donc la présenter en quelques mots, et ensuite enchaîner sur notre stratégie de mécénat, comment ça se décline et comment ça se manifeste concrètement en termes de soutien les différents porteurs de projets. Donc la Fondation de France, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme privé indépendant et reconnu d'utilité publique qui a été créé en 1969 pour mobiliser la générosité privée au service de l'intérêt général. Donc tous les fonds que nous collectons sont issus de particuliers, d'entreprises, et ce sont donc des dons, des donations, des legs.
Et l'idée d'origine, hein, puisque la Fondation de France a été impulsée par André Malraux et le général de Gaulle, c'était de venir en complémentarité de l'action publique pour justement pouvoir mobiliser la société civile au service de l'intérêt général. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la Fondation de France, c'est certes une fondation, mais c'est surtout un écosystème. Donc on est le premier réseau de philanthropie du pays, dans la mesure où on abrite d'autres fondations. Il peut s'agir de fondations de particuliers ou encore de fondations d'entreprises qui bénéficient de la personnalité morale de la fondation pour mettre en œuvre leurs projets philanthropiques. Et en ce sens, elles sont accompagnées par des salariés qui, au moment de la création, aident à la définition d'un objet et tout au long de la vie de la fondation, qui l'accompagnent vraiment dans la manière de soutenir tel ou tel projet. Donc nous, on est garant par exemple, l'éligibilité à l'intérêt général des structures que les fondations abritées sont amenées à soutenir. La Fondation de France, c'est aussi 9 collectifs d'action, donc ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est ce qui succède à nos 40 programmes de financement, donc on est aussi bien un organisme de collecte qu'un organisme qui redistribue des fonds au service de l'intérêt général pour soutenir des associations ou encore des particuliers sous forme de bourse. Donc si je reviens sur quelques chiffres, nous sommes 279 salariés pour 480 bénévoles. Donc les bénévoles, on le verra plus tard, jouent vraiment un rôle crucial dans le fonctionnement de la Fondation de France. Et on est également régionalisé. Donc en l'occurrence, moi je vous parle depuis la Fondation de France Grand Est qui est basée à Strasbourg. Et on intervient sur 8 départements, donc l'ancienne région Alsace, l'ancienne région Lorraine et le nord de la Franche-Comté avec le territoire de Belfort et la Haute-Saône. Et enfin, quelques éléments chiffrés en termes de redistribution sur l'année 2024. Donc on était à 372 millions d'euros mobilisés pour soutenir 12 300 projets. Donc quand je dis projet, il s'agit aussi bien de personnes physiques, en l'occurrence c'est souvent des jeunes, soutenus pour des projets personnels de reprise d'études ou passer le permis par exemple, donc des jeunes sans soutien familial. Et sinon des projets donc, dans tous les champs de l'intérêt général, essentiellement portés par des associations. Maintenant, je vais faire un petit focus sur notre stratégie de mécénat qui a considérablement évolué ces dernières années. Donc déjà, je vais partir de ce qui ne change pas. Donc dans un premier temps, l'idée c'est quand même de bien rappeler que la Fondation de France et ses fondations abritées se mobilisent pour soutenir des initiatives dans tout le champ de l'intérêt général, donc aussi bien les solidarités, la santé, la culture, l'environnement, la recherche médicale, et ça je l'ai déjà dit, hein, aussi bien à destination de personnes physiques ou de personnes morales éligibles au mécénat. Notre processus de sélection est collégial, c'est-à-dire qu'on fonctionne sur la base d'instructions réalisées essentiellement par des bénévoles bénévoles qui se réunissent en comités, qui peuvent être régionaux, interrégionaux ou nationaux, ça dépendra du dispositif de financement. Donc des comités qui sont composés d'experts, on parle maintenant plutôt de personnalités qualifiées, et bien sûr donc, des bénévoles. Et nous, les salariés, en fait, on est en charge de la coordination des différents dispositifs, de leur animation, et en quelque sorte, enfin en somme, on est garant du cadre. Donc ça, c'est vraiment un invariant dans les principes de sélection de la Fondation de France. Et par contre, ce qui change, donc on a eu besoin à un moment donné d'avoir plus de lisibilité
dans notre façon dans la compréhension que pouvait avoir le grand public et les porteurs de projets de la redistribution des fonds de la Fondation de France. Raison pour laquelle on a substitué la quarantaine de programmes de financement qui existaient auparavant par des collectifs d'action. Alors, tout ça se fait au service d'une vision qu'on a pu vraiment affirmer. Donc, l'idée, nous, en tant qu'acteurs de la société, c'est de contribuer à un monde apaisé, solidaire et durable. Et pour ce faire, donc, on a 9 leviers que sont nos collectifs d'action. Alors, pourquoi on parle de collectifs d'action et non plus de programmes? C'est parce que on a voulu un peu décloisonner la manière de fonctionner qu'on avait auparavant, c'est-à-dire avec les fondations abritées qui avaient leur propre dispositif de financement d'un côté, par exemple des appels à projets ou des façons de repérer des initiatives, et les programmes Fondation de France stricto sensu. Là, le fait de fonctionner dans le cadre des collectifs d'action, ça permet d'intégrer des fondations abritées à la gouvernance de nos collectifs d'action, donc à la définition des orientations stratégiques, et in fine de pouvoir faire en sorte qu'elles abondent plus facilement en termes de financement. Donc une intégration plus forte des fondations abritées et aussi une meilleure lisibilité, c'est-à-dire que là on passe de 40 programmes qui souvent avaient une approche populationnelle, personnes âgées, handicap, personnes sous main de justice, à des grandes causes où on peut fonctionner un peu plus en transversalité. La seule exception à ça, je dirais, c'est le collectif Nouvelle Génération qui vise à soutenir des projets dans le champ de la jeunesse de 0 à 30 ans. Ça, c'est un parti pris de la Fondation de France. Et sinon, pour le reste, on est vraiment sur des grandes causes thématiques qui permettent d'embrasser l'ensemble du spectre de l'intérêt général. Et enfin, en termes de principe d'action, on a une approche, c'est la volonté d'adopter une vision systémique du changement en agissant non pas sur les symptômes, mais sur les causes racines des problématiques de société. Et donc ce sera un petit peu notre clé de lecture dans le cadre de nos dispositifs de financement qui découlent des collectifs d'action. Donc notre grille de lecture pour évaluer la pertinence de soutenir tel ou tel projet. Je module quand même un petit peu mon propos parce qu'on n'est pas toujours dans une vision transformative. Il arrive aussi qu'on puisse soutenir des projets qui répondent à des besoins, mais disons que l'ambition, c'est ça, c'est tendre vers des projets qui ont une visée transformative. Et aussi, ce qui change dans notre nouvelle façon de fonctionner, c'est que l'appel à projet devient un outil de repérage parmi d'autres. C'est-à-dire qu'auparavant, donc avant 2024, quand on a arrêté nos programmes et lancé les collectifs d'action, on fonctionnait exclusivement par appel à projet. Et donc l'appel à projet, il a certes quelques vertus, hein. Il permet une ouverture et une transparence, c'est-à-dire de s'adresser à un large panel d'acteurs pour qu'ils puissent candidater. Ça permet d'obtenir des initiatives diversifiées, donc de favoriser l'émergence de nouveaux projets. Et on est sur un processus vraiment très clair et structuré, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on définit des critères, on annonce un calendrier et après, les porteurs de projets ont un laps de temps pour candidater. Après, il y a toute une phase de présélection, instruction, sélection. Mais on s'est très vite rendu compte que la façon de fonctionner en appel à projet génère de plusieurs difficultés pour les associations. On est sur une fragmentation des soutiens, donc un risque de saupoudrage si on se retrouve avec des projets assez nombreux. Ce qui ne va pas forcément dans le sens de cette ambition transformative que je décrivais tout à l'heure. Donc difficulté à cibler des causes racines. Les appels à projets génèrent aussi des effets de concurrence entre acteurs, ce qui a tendance à freiner la coopération, si d'autant plus on se retrouve dans un calendrier assez serré. C'est parfois assez compliqué de se mettre
en consortium ou en coalition pour déposer un projet dans le cadre d'un appel à projet. Donc voilà, cet effet de concurrence va pas non plus dans le sens du soutien à des projets peut-être plus partenariaux, structurants, etc. La difficulté de l'appel à projet, c'est aussi qu'on est sur une adaptation forcée, c'est-à-dire que les projets sont contraints de respecter des cadres qui sont parfois très rigides et c'est un petit peu l'idée de faire rentrer des ronds dans des carrés et c'est pas satisfaisant non plus du point de vue des associations qui candidatent. D'autant plus que ça génère une charge administrative conséquente, donc des dossiers qui sont complexes et parfois lourds à monter, et une incertitude quant au financement. Bon, ça, on connaît tous ces difficultés liées aux appels à projets. Donc, raison pour laquelle l'idée, c'est de substituer le tout appel à projet par des nouveaux modes d'identification. Et là, j'en développais un en particulier, le repérage direct. Donc le repérage direct, dans notre façon de fonctionner au niveau de la Fondation de France, c'est d'opérer le mouvement inverse de l'appel à projet, c'est-à-dire que là, pour le coup, on a un collectif d'action qui a des critères de financement, qui se territorialise sur une fondation régionale. Là, par exemple, c'est le cas chez nous sur transition écologique et nouvelle génération, par exemple. Et là, pour le coup, c'est vraiment la fondation régionale qui positionne les projets dans les instances de décision pour qu'ils puissent bénéficier d'un soutien. Et donc, ce repérage se fait via la détection de nos bénévoles ou encore des salariés, et on fonctionne très en lien avec les réseaux de partenaires locaux, c'est-à-dire qu'on est en discussion avec des incubateurs, on participe à différents temps de travail avec France Active, on est aussi en lien avec des collectivités et services de l'État qui peuvent parfois nous orienter des initiatives qui sont intéressantes et sur lesquelles on peut aller sur du cofinancement. La CRES aussi est un partenaire intéressant qu'on peut mobiliser justement pour identifier des initiatives structurantes dans le champ de l'ESS. Et donc l'avantage de fonctionner comme ça, c'est que ça permet plus de souplesse. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est dans une posture d'écoute. On part d'abord du projet et on rentre vraiment dans un dialogue, une temporalité constructive qui permet vraiment de créer un dialogue entre le potentiel financeur et le potentiel financé. Déjà, ne serait-ce que pour s'assurer de l'alignement entre le projet et le cadre de financement. Et aussi, ce temps de dialogue, il peut être mis à profit pour renforcer le projet, notamment dans la recherche de partenariats, pour décupler l'impact. Donc là, on est sur une temporalité qui vraiment le permet. J'émets toutefois un point de vigilance dans cette façon de fonctionner, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est pas parce qu'il y a un premier échange avec quelqu'un de la Fondation de France, qu'il s'agisse d'un salarié ou d'un bénévole, que ça débouchera sur un soutien financier. L'idée, c'est vraiment voilà, de se rencontrer, d'échanger, de partir du projet, de ses ambitions et d'être dans une dynamique de bonne compréhension mutuelle pour pouvoir le positionner sur un dispositif de financement. Et je dirais que pour aller plus loin, on a une approche encore plus intégrée que je vais vous décrire. C'est l'approche territorialisée pour encourager les coopérations dans une logique de co-construction. Alors là, je vais développer un exemple dans le cadre du collectif d'action territoire qu'on est en train de développer sur le secteur de Forbach en lien avec le Filon. Donc c'est
Donc le filon, c'est un incubateur à projet qui découle de Moselle Mécène Solidaire. Et donc dans le cadre de ce programme, l'idée c'est de pouvoir, sur une période de 3 ans, fonctionner en binôme, c'est-à-dire qu'il y a la fondation régionale d'un côté et le, binôme, et le filon de l'autre, qui encouragent en fait les coopérations sur le territoire, pour in fine soutenir des projets locaux qui font la démonstration de bénéfices sociaux et environnementaux. Et donc ce programme se décline sur 3 ans, avec une première approche qui est d'obtenir un portrait sensible du territoire. Donc écouter, comprendre ce qui fait le lien, quelles sont les tensions et les freins à la coopération. Puis dans un second temps, vraiment appuyer les acteurs locaux pour les faire émerger des nouvelles solutions pour le territoire et donc soutenir ces projets, ces initiatives dans une phase post-prototypage, c'est-à-dire vraiment dans une question d'expérimentation, et pour in fine que ces dispositifs, ces actions créées par notre intervention puissent quelque part basculer dans le droit commun et devenir un mode de fonctionnement habituel qui permet de tendre vers une résilience du territoire. Et donc là, nous, sur le Grand Est, le territoire ciblé, c'est le secteur de Forbach. Mais en fait, on a 6 interventions en France, et du coup, il y a une coordination entre les différents territoires d'expérimentation de ce dispositif. Et donc, à travers l'exemple que je vous ai donné, les différents exemples que je vous ai donnés, c'était pour donner à voir l'approche de la Fondation de France, où on soutient du projet individuel jusqu'à une approche plus intégrée dans une logique de co-construction. Et ça, c'était très important pour nous quand on a revu notre stratégie de mécénat. Donc juste pour aller plus loin, donc je vous ai mis le différents liens utiles. Donc déjà un lien vers le collectif d'action territoire d'engagement qui décrit l'exemple que j'ai formulé à l'instant. Et enfin, les différentes ressources de la Fondation de France. Donc on a notre annuaire des fondations abritées, l'annuaire des bourses qui s'adressent aux personnes physiques. On a le site qui recense les appels à projets des fondations abritées et celui de la Fondation de France. Et nous, au niveau du Grand Est, on se tient aussi à la disposition des porteurs de projets qui souhaitent nous faire part de leurs initiatives et voir de quelle manière on peut avancer ensemble pour potentiellement les positionner sur l'un ou l'autre de nos collectifs d'action. Voilà, donc voilà en ce qui concerne ma présentation, et puis je pense qu'on peut aller revenir sur l'un ou l'autre point où je peux répondre aux questions. Voilà. Merci beaucoup Antoine. Donc on a une question dans le chat, c'est comment faire pour être repéré et à qui on se signale en tant que porteur de projet? C'est une bonne question. Alors nous, de toute façon, quand un porteur de projet nous contacte au niveau de la Fondation de France, donc en utilisant l'adresse grandest@fdf.org, il tombe systématiquement sur un formulaire de contact qui lui permet de saisir son initiative pour qu'elle soit archivée.
Et régulièrement, avec nos bénévoles, on fait des revues de projet pour voir de quelle manière, ce qu'on a reçu les uns et les autres, c'est-à-dire que les bénévoles sont aussi dans une démarche active de sourcing. Et donc régulièrement, on fait des revues de projet pour voir quelle suite quelle suite on donne à telle ou telle sollicitation ou à telle ou telle opportunité. Il y a certains porteurs de projets vers lesquels on va reprendre contact parce que on sent qu'il y a matière à ce qu'ils puissent être positionnés sur des dispositifs en repérage direct. Il y en a d'autres qu'on va archiver dans nos bases de données pour qu'ils puissent être destinataires des différents appels à projets, des, des collectifs d'action. Et après, la détection se fait aussi par du réseau, c'est-à-dire que quand on a, par exemple, un interlocuteur dans une collectivité qui nous dit ah ben là j'ai un porteur de projet qui est vraiment qui se situe vraiment dans l'innovation sociale, qui propose des modes d'accompagnement inédits pour des jeunes, ce serait intéressant de rentrer en contact avec lui. Ou alors quand on a un partenaire comme France Active qui nous fait remonter quelque chose. Enfin voilà, ça peut aussi fonctionner comme ça. Et bien entendu, les structures, quand elles sont dans une logique de levée de fonds, c'est aussi à elles de provoquer parfois des rencontres avec tel ou tel interlocuteur. Merci, merci pour cette réponse. Et donc la personne qui a posé cette question redemande s'il faut bien contacter l'adresse donc grandest@fdf.org Oui. pour avoir un retour. Ouais, d'accord. Très bien. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Je vous propose qu'on passe à la suite. Donc voilà, merci beaucoup Antoine pour cette présentation sur le fonctionnement de la Fondation de France et de vos fondations abritées. Je vais maintenant donner la parole à Martine de la Massif pour présenter les dispositifs de la Fondation Massif. Bonjour à tous. Je pense qu'il faut peut-être qu'Antoine enlève sa présentation pour que je puisse partager la mienne. Oui, tout à fait. On va juste... si Antoine, vous pouviez arrêter le partage d'écran. Est-ce qu'Antoine nous entend? C'est bon. Voilà. Super, merci beaucoup Antoine. Alors, je vais vous partager ma présentation aussi. Est-ce que c'est bon? C'est bon, Mirko? Je ne la vois pas encore de mon côté. Alors, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Elle ne Sinon, s'affiche pas plein. Alors, tout l'écran. je peux les partager si jamais il y a besoin. Attends, c'est bon, je refais la manœuvre. Partager. C'est bon, on voit ton écran. Ah, super. Merci à tous pour votre présence et votre intérêt. Alors, c'est intéressant d'intervenir maintenant parce que il y a évidemment une suite logique entre la présentation du cadre général qui a été fait par Isabelle et la présentation faite par Antoine. Nous sommes une fondation d'entreprise, donc il y a des points communs et des petites différences par rapport à la Fondation de France. Mais beaucoup de choses qui se retrouvent quand même à la fois dans les approches et dans les façons de faire et de fonctionner. Une première différence qu'on peut simplement signaler au passage, c'est qu'une fondation d'entreprise fonctionne par période quinquennale, donc par période de 5 ans, et donc tous les 5 ans, le fondateur, qui en l'occurrence chez nous à la Massif, réinterroge un peu à la fois les process et les domaines d'intervention de sa fondation. Donc là, on est dans un quinquennat 2024-2028 qui va s'achever fin 2028 et dans lequel notre raison d'être est formulée de cette manière-là, catalyser les énergies citoyennes pour revitaliser les territoires. Donc je vais rentrer
dans le détail, en commençant déjà par vous présenter la Fondation Massif d'une façon générale. La Fondation Massif, c'est une fondation qui est assez ancienne déjà. On a été créé en 1993, une des premières fondations d'entreprise. Et assez rapidement, nous nous sommes centrés sur le soutien à l'innovation sociale. Donc, le soutien à des structures éligibles au mécénat qui répondent de manière particulièrement pertinente à des problématiques sociales sur leur territoire, des besoins non couverts selon la définition de l'innovation sociale. Nous avons à cœur de ne pas être qu'un financeur. Bien sûr, on apporte des fonds aux projets qu'on soutient, mais on essaye aussi d'être de vrais accompagnateurs, de vrais partenaires de ce projet. Donc, ça veut dire que, par exemple, on demande la mise en place d'un comité de pilotage et qu'on en fait partie, ce qui nous permet d'être aux côtés du projet, de le soutenir, parfois de l'orienter vers d'autres structures d'accompagnement financier ou autres, lorsqu'un besoin particulier se fait sentir. Nous avons un ancrage territorial fort, nous avons beaucoup de chance parce que nous sommes une équipe d'une vingtaine de salariés en France, avec une équipe au siège à Paris et un chargé de mission par région administrative, donc dans chacune des régions de France. En l'occurrence, moi, je suis en charge de la fondation pour la région Grand Est et je suis donc en charge de l'instruction, de la présentation des demandes de soutien devant une commission régionale qui est constituée d'élus, de représentants de nos sociétaires. Donc, c'est un fonctionnement un petit peu similaire à celui de la Fondation de France, puisqu'il y a aussi des bénévoles qui sont engagés dans l'instruction des dossiers. Et donc, je suis en charge aussi du suivi des projets une fois qu'ils sont soutenus. La Fondation Massif, elle intervient financièrement à différentes étapes du projet, principalement lorsqu'il est en phase d'expérimentation, donc quand on est vraiment dans les premiers pas du projet, et également lorsqu'on est en phase de changement d'échelle ou d'essaimage, donc quand on est dans une phase du projet où on veut amplifier son impact. Quand on parle d'expérimentation, on parle de prise de risque, donc ça fait partie de quelque chose qu'on assume complètement. On peut être amené à soutenir des projets dont le modèle n'est pas encore complètement consolidé et on accepte de financer parfois des expérimentations dont on ne sait pas si elles vont pouvoir être pérennisées. Toutefois, on regarde quand même bien le modèle économique et l'objectif n'est pas de financer des projets fragiles, mais vraiment d'être là pour apporter les premiers soutiens et que le projet puisse ensuite se construire dans la durée et avoir un impact. Les domaines dans lesquels nous intervenons, ce sont les domaines qui s'affichent là sur l'écran, donc la mobilité, l'habitat, la santé et la finance solidaire, mais vous verrez que ces 4 domaines vont ensuite se retrouver dans des thématiques que je vais vous présenter très rapidement. Pour avoir simplement un ordre d'idée général sur la Fondation Massif, donc pour la France, en général, à peu près 150 projets soutenus chaque année, pour une dotation globale de 3,4 millions d'euros, ce qui ne veut pas dire malheureusement que nous avons un dixième de ces 3,4 millions d'euros à distribuer en Grand Est. Malheureusement, non. On a une dotation qui est quand même plus modeste, qui est d'à peu près 150 000 euros pour la région Grand Est, parce que la moitié de ces 3,4 millions d'euros sont attribués à des projets nationaux, d'envergure nationale. Alors, pour le quinquennat actuel, nous avons donc, comme je le disais, une raison d'être autour de laquelle s'articulent les thématiques dans lesquelles s'inscrivent les projets qui sont soutenus. Cette ambition, elle est formulée donc de la façon suivante: catalyser les énergies citoyennes pour revitaliser les territoires en repérant, expérimentant et accompagnant des solutions innovantes dans leur changement d'échelle, leur reconnaissance et la maximisation de leur impact, en fédérant les acteurs du territoire, en favorisant le lien entre les générations,
afin de permettre à chacun d'accéder à des services essentiels équitables et durables autour de la mobilité, l'habitat, la santé et la finance solidaire. Alors ça, c'est évidemment, c'est le chapeau, c'est la raison sociale, enfin la raison d'être, pardon. Donc c'est l'objet social, pardon, c'est ça que je voulais dire. C'est un terme, voilà, ça regroupe un peu tout, mais on va rentrer davantage dans les détails. Donc, à partir de cet objet social, notre orientation, elle se décline en 2 missions. Et parmi ces 2 missions, il y en a une qui est prioritaire. Quand on parle de mission, en gros, c'est les thématiques dans lesquelles les projets doivent venir s'inscrire. Notre mission prioritaire jusqu'à fin 2028, donc jusqu'à la fin de notre quinquennat, c'est la suivante: accompagner collectivement une transition écologique juste. Concrètement, ça signifie que les projets que nous recherchons prioritairement, ce sont des projets qui se développent dans le domaine de la mobilité, de l'habitat, de la santé, de la finance solidaire et qui s'inscrivent dans cette dimension de transition écologique. Donc, bien évidemment, dans la mobilité, dans l'habitat, dans la santé, on trouve facilement des projets qui aujourd'hui comportent une dimension de transition. Dans le domaine de la finance solidaire aussi, puisque par exemple, on peut être amené à soutenir une monnaie locale qui va favoriser des échanges plus en circuit court avec des acteurs locaux qui ont une éthique et qui recherchent un impact le plus petit possible en termes d'impact écologique. Il y a un deuxième axe dans lequel peuvent s'inscrire les projets qui demandent un soutien à la Fondation Massif. C'est l'axe améliorer l'accès aux services essentiels dans les territoires vulnérables. Donc là, on n'est pas sur l'axe transition écologique, mais encore une fois, on va aller rechercher des projets qui, dans la mobilité, l'habitat, la santé, la finance solidaire, améliorent ces services essentiels. Donc ça peut être par exemple des solutions de mobilité, des services essentiels qui sont amenés dans les territoires ruraux par exemple des camionnettes qui peuvent amener par exemple des épiceries itinérantes ou alors des services essentiels liés tout ce qui relève des services sociaux qui sont amenés au cœur des territoires. Ça peut être de l'accompagnement à la recherche de logements dans les territoires ruraux, par exemple pour les jeunes, où là, on n'a pas forcément une dimension écologique forte. Mais en tout cas, voilà, c'est un domaine dans lequel nous, on va aussi aller financer des projets, mais ça n'est pas notre domaine prioritaire actuellement. Alors, quand on parle d'orientation emblématique, d'orientation prioritaire, donc pour l'accompagnement collectif à la transition écologique, ça veut dire concrètement que plus de 50% de notre dotation régionale, et c'est pareil pour la dotation nationale, sera affectée d'ici 2028 à cette orientation-là. Donc, si vous avez un projet qui s'inscrit dans la mobilité, l'habitat, la santé, la finance solidaire et que vous avez vraiment une dimension écologique et d'accès à une transition juste pour les plus vulnérables, donc si vous portez un projet de ce type, vous êtes tout à fait éligible et vous serez prioritaire. Ces 2 axes, ils se déclinent en axes. Vous aurez la présentation, donc vous pourrez regarder ça tranquillement. Mais en gros, voilà, pour les 2 orientations, il y a 3 sous-axes. Pour l'accompagnement collectif à la transition écologique juste, il y a un premier axe qui relève plus de la sensibilisation, du plaidoyer. Un deuxième axe qui est plus dans le soutien à des initiatives concrètes. Et le troisième axe qui relève plus d'outils financiers qui permettent aux plus fragiles notamment d'avoir accès à une transition écologique juste. Et puis pour la deuxième orientation, améliorer l'accès aux services essentiels dans les territoires vulnérables, les 3 axes, ils s'orientent, enfin les 4 axes, pardon, ils s'orientent davantage autour de nos thématiques mobilité, habitat, santé, finance solidaire. Alors, comme le disait Antoine tout à l'heure, pour la Fondation de France, aujourd'hui, la Fondation Massif, elle a aussi cette préoccupation de contribuer à construire des coopérations territoriales
à l'échelle du Grand Est, mais également dans chacun des autres territoires sur lesquels nous sommes présents. Alors j'en parle rapidement parce que aujourd'hui, c'est pas un sujet sur lequel vous allez pouvoir candidater, mais j'en parle quand même parce que c'est une orientation importante pour nous. À partir de 2026 jusqu'à 2028, nous allons rechercher dans chacune des régions dans laquelle nous sommes présents un collectif d'acteurs à soutenir et avec lequel travailler sur une thématique à définir ensemble. Les thématiques seront différentes selon les régions. Et cet objectif, il est lié au souhait de la Fondation Massif de s'engager davantage encore avec des acteurs sur un territoire et de répondre de façon encore plus adaptée à des problématiques sociales pour lesquelles il n'y a pas de réponse suffisamment complète, en travaillant avec des acteurs qui peuvent être des acteurs qui viennent d'horizons assez divers et qui se réunissent entre eux pour constituer un collectif et être plus fort pour répondre à cette problématique, un peu dans la logique des PTCE, par exemple. Alors, je dis, vous n'allez pas pouvoir candidater, même si vous avez sur votre territoire une idée de coopération territoriale à construire, parce que nous avons déjà commencé à travailler à partir de 2025 avec un territoire en particulier qui est situé dans les Vosges sur une thématique qui est liée à l'alimentation. Et c'est avec ce collectif-là que nous allons construire notre coopération territoriale en Grand Est. Je voulais quand même vous le signaler et ça fait complètement écho aux propos d'Antoine tout à l'heure. Donc on voit aussi que ça correspond certainement à une réflexion et à une logique dans laquelle s'inscrivent aujourd'hui les fondations, les mécènes, qui identifient aussi qu'il y a ce besoin d'accompagner une structuration aussi de collectifs d'acteurs pour être plus fort et avoir un impact plus important sur les territoires. Alors, pour avancer dans ma présentation, je vais passer maintenant à nos critères d'éligibilité et à nos process. Donc, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, un des critères importants à la Fondation Massif, c'est la question de l'innovation sociale. Alors, on parle d'innovation sociale, bien sûr, on recherche des pépites, des projets qui sont particulièrement innovants. C'est magnifique quand on peut soutenir un projet qui ne se fait pas du tout ailleurs. J'ai à l'esprit, par exemple, un projet qu'on a soutenu l'année dernière, la Gamelle étudiante à Metz, qui est un petit restaurant qui a été créé par des étudiants, pour les étudiants, sur le campus de Saulcy, et qui est une initiative tout à fait une première en France. Mais bien évidemment, en Grand Est, on est très innovant, mais on n'a pas toujours l'occasion de développer un projet qui ne se fait nulle part ailleurs. Ce n'est pas notre objectif, bien évidemment. Par contre, on va toujours regarder en quoi le projet est pertinent dans son approche et en quoi il est innovant par rapport à son territoire, par exemple, ou par rapport à sa façon de faire, par rapport aux méthodologies qui sont employées. On ne cherche pas l'innovation pour l'innovation. Je sais que c'est quelque chose qui est parfois reproché aux mécènes, de toujours vouloir de l'innovation. Bon, chez nous, on entend l'innovation, on recherche l'innovation parce qu'on a à cœur d'identifier des initiatives qui vont pouvoir ensuite se dupliquer sur d'autres territoires parce qu'elles auront fait la preuve qu'elles apportaient une réponse particulièrement adaptée à des besoins. Nous recherchons aussi des projets qui favorisent les mixités. Encore une fois, à plusieurs reprises, j'ai évoqué la question des publics fragiles. C'est très important chez nous. Les publics fragiles, excusez-moi, il faut que je boive un petit verre. Une petite gorgée d'eau. Donc, les publics fragiles, la mixité entre les publics. Et on cherche des projets qui ne font pas pour les plus fragiles, mais avec les plus fragiles dans la mesure du possible. Donc, on va toujours regarder dans le projet comment on intègre les personnes dans les étapes du projet. Et quand les personnes sont vraiment impliquées dans l'initiative, c'est particulièrement pertinent et bien vu à la Fondation Massif. Donc, favoriser la participation active des bénéficiaires, c'est en gros ce que je viens de dire.
On essaye aussi vraiment de soutenir des projets qui partent des besoins des plus fragiles et ensuite peuvent être généralisables à tous. Donc, encore une fois, cette attention aux plus fragiles d'entre nous, avec un potentiel d'essaimage, donc des projets qui peuvent être en phase d'expérimentation, mais dont on pressent déjà qu'il va y avoir des qualités qui vont permettre la pérennisation et pourquoi pas l'essaimage, la duplication sur d'autres territoires. Et donc, on recherche toujours ce potentiel de fort impact social dans une logique de transformation sociale. Encore une fois, les projets s'adressent prioritairement au public fragile, les projets que nous soutenons, et la définition du public fragile, on l'entend encore une fois par plusieurs, on peut le prendre par plusieurs bouts, hein, cette question du public fragile, la définition du public fragile, ça peut être d'un point de vue territorial, donc par exemple des personnes qui sont vraiment éloignées des services essentiels, de par leur lieu d'habitation, pour des raisons socio-économiques, donc des personnes qui sont fragiles économiquement, qui habitent dans des quartiers prioritaires de la ville, par exemple, ou alors, bien évidemment, des personnes qui sont fragilisées par un handicap physique ou psychique. Ah, Martine, excuse-moi de te couper. On va devoir bientôt finir le webinaire et il y a des personnes qui ont des questions pour toi. Est-ce que je peux juste te demander de conclure en quelques Je me mots? dépêche. Ok, je me dépêche, je fais très vite. Donc, un appel à projet permanent, le formulaire de demande est sur le site, vous le retrouverez dans la présentation qui vous sera envoyée. Et puis ensuite, un process de validation régional et national pour les projets. Et on soutient 10 à 12 projets par an pour une dotation d'environ 15 000 euros. Bon, ça peut être un peu moins, ça peut être un petit peu plus. Et des soutiens qui peuvent être pas pluriannuels, mais on peut soutenir un même projet plusieurs fois, jusqu'à 3 fois, sans engagement initial sur un soutien pluriannuel. Voilà. J'ai Merci beaucoup. terminé. J'ai fait vite pour la fin. Merci beaucoup, Martine. Alors, on a deux questions pour la Massif. La première, c'est il y a une personne qui pensait que la fondation de Massif ne soutenait que de nouveaux projets, mais apparemment, ce n'était pas le cas, c'est ça? Alors, on soutient effectivement aussi l'essaimage. Donc, ça peut être un projet qui existe déjà, mais qui est en phase de déploiement. Par contre, on ne soutient pas un projet qui à un moment donné un besoin de financement dans son fonctionnement habituel. Il faut qu'il y ait quand même une nouvelle étape qui soit franchie par le projet. Soit on démarre, soit on change d'échelle, ou alors on a repéré un nouveau besoin et on veut donner une nouvelle orientation au projet. Merci. Et une seconde question concernant l'axe améliorer l'accès aux services essentiels dans les territoires vulnérables. Est-ce qu'un projet de banque alimentaire pourrait être éligible en sachant que celle-ci ne serait pas itinérante mais implantée dans un territoire ZRR sur lequel aucun service similaire n'est proposé? Il faut regarder le projet. Alors, sur le papier, oui, c'est éligible a priori. Après, il faut regarder ce qu'il y a vraiment d'innovant et de particulièrement pertinent dans ce projet-là, parce que on a quand même plus d'une centaine de demandes par an. On ne peut soutenir que 10 à 12 projets, donc on retient vraiment les plus pertinents. Merci. Et une troisième question qui vient d'apparaître. Est-ce que les collectivités locales, les établissements publics peuvent proposer des projets d'intérêt général? Oui, a priori, Isabelle le disait tout à l'heure, elles sont éligibles au mécénat, donc c'est possible. Voilà, et Isabelle opine du chef. Très bien. Bah, merci beaucoup, Martine. Je vais juste reprendre la main une minute pour conclure. En tout cas, merci pour ces trois présentations à nos intervenants et intervenantes. Je voulais simplement vous remettre à l'écran. Si vous voyez bien mon écran, c'est en train de charger, je crois. Hop.
Je vous ai mis à l'écran quelques événements qui vont arriver dans les prochaines semaines qui pourraient vous intéresser. Donc, on a notre rencontre territoriale de l'ESS à l'échelle de la Meuse le 25 novembre. Le même jour, à Ostwald, dans l'Eurométropole de Strasbourg, on organise un forum des métiers porteurs de sens avec des structures de l'ESS. Donc, vous êtes également tous et tous bienvenus. À partir du 26 novembre jusqu'au 24 décembre sur Strasbourg, il y a également le marché off, qui est donc un marché de Noël 100% dédié aux structures de l'économie sociale et solidaire. Et puis, le 2 décembre, les structures qui sont situées dans les Ardennes sont conviées à un événement dédié au Fonds européen, le Club Europe et ESS. Je vous remets également l'agenda de la CRES ainsi que les événements organisés dans le cadre du mois de l'ESS. Ah, Martine, tu veux dire quelque chose? Si tu permets, Mirko, j'aimerais ajouter aussi le 27 novembre au matin, on organise aussi avec la CRES, France Active et la région, un webinaire qui s'appelle Inspiration et qui permet aux porteurs de projets du Grand Est de découvrir des initiatives innovantes, intéressantes qui ont été développées dans d'autres régions. Vous pouvez encore vous inscrire. Je pourrais t'envoyer le lien, Mirko, et tu pourras le diffuser aussi si tu veux bien. Très bien, merci pour ce complément. Je le rajouterai à la slide qui sera transférée. Et puis donc voilà, pour simplement remercier tous les participants et participantes d'avoir été parmi nous et nos trois intervenants intervenantes également. Je vous ai envoyé tout à l'heure dans le chat un lien vers un questionnaire de satisfaction. Ça nous aiderait beaucoup si vous pouviez prendre une minute pour répondre. Il y a 5-6 questions. Je vous remets ici le QR code. En tout cas, voilà, si vous souhaitez approfondir l'un ou l'autre sujet, vous aurez donc les coordonnées de nos intervenants et intervenantes. Et puis, tout ce qui concerne la plateforme Essor, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche ici sur la slide, donc essor-ge@cresgrandest.org. Et donc, voilà, c'est sur ces mots que je conclus ce webinaire, en vous remerciant encore toutes et tous une dernière fois, et puis en vous disant à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.